Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Bon, plein de trucs à voir ensemble. Alors le scrutin est dans 2 mois, on parle des élections américaines, mais il y a ce livre qui sort aujourd'hui, livre d'images, raconté par Donald Trump, Save America. Sur quoi elle va se jouer cette présidentielle dans 2 mois? It's the economy stupid, ça sera toujours l'économie qui va être le juge de paix? Non, je pense pas. Non, parce qu'il y a des éléments de personnalité, il y a des éléments aussi sur l'immigration. Les cartes sont rebattues quand même entre la tentative d'attentat sur Donald Trump cet été et puis Kamala Harris qui finalement est la candidate démocrate. Ça se passe pas... Avant la décision du 21 juillet, où Biden s'est retiré, on peut dire que Trump l'emportait dans un fauteuil. Je pense même qu'on aurait assisté à des scores tout à fait historiques. Donc là, les cartes sont un peu rebattues, oui, parce que d'abord, c'était pas du tout évident que Biden, enfin quand on se discutait un petit peu avant l'été, pas du tout évident que Biden se retire, puisqu'il s'engageait à rester. Et c'est la première fois dans l'histoire, de toute l'histoire américaine, qu'un candidat élu à la primaire, président en place, décide de se retirer comme ça à 3-4 mois de l'élection. Et ce qui est frappant aussi, c'est que Kamala Harris, alors il a désigné Kamala Harris comme dauphine, c'était pas évident non plus, et elle a été adoubée assez rapidement, puisque dès le 2 août, le Parti démocrate, c'est en 10 jours, le Parti démocrate a dit c'est la candidate. Donc, alors qu'il y avait quand même des oppositions à l'intérieur. Et puis résultat, elle a nommé son colistier très rapidement, Tim Walz. Et puis ensuite, il y a eu la convention de Chicago qui s'est passée normalement. Sur quoi ça va se jouer alors, l'élection? Elle gagne au niveau fédéral, elle gagne 2-3 points au-dessus, et surtout dans les 7 États clés. Les swing states. Les swing states, notamment dans 4 d'entre eux qui ont plus de 10 millions d'habitants, et qui évidemment procurent un nombre élevé de grands électeurs. La Pennsylvanie, par exemple, il y a 13 millions d'habitants. Et alors? Il y a 19... elle remonte. Voilà, et c'est les grands électeurs. Elle est en retard sur Trump, mais elle remonte. Elle remonte considérablement. Elle remonte dans tous les grands États. Elle remonte également Caroline du Nord, qui fait bien 10-11 millions d'habitants. La Géorgie, 11-12 millions d'habitants. Le Michigan, 10 millions d'habitants. Donc c'est très serré. C'est très, très, très serré. Alors, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné parce que si tu regardes, par exemple, par rapport à 2020, les sondages, par exemple, dans les États clés au niveau fédéral, elle est en dessous de Biden. De là où était Biden à peu près à la même époque. Donc, alors elle a gagné, et puis elle a gagné aussi la perturbation des petits candidats. Parce que les petits candidats lui prenaient un petit peu de voix, y compris Kennedy, même si c'est désisté en faveur de Trump. Il prenait, les politologues américains disaient qu'il prenait un peu plus sur la gauche. Jill Stein aussi, enfin bref. Donc ça, elle a gagné. Et puis surtout, elle a gagné la bataille de l'image. Parce que maintenant, comme elle a 20 ans de moins que Trump, la question de l'âge joue en sa faveur. Voilà. Alors c'est pas fait parce qu'elle est quand même en retard. Puis c'est pas fait d'une manière générale parce que à la Chambre des représentants, ça va être important pour la partie budgétaire fiscale, c'est ric-rac. Actuellement, dans les sondages, ce sera pas seulement quelque chose de ric-rac au niveau de l'élection présidentielle, ce sera aussi ric-rac, à mon avis, au niveau de la Chambre des représentants et peut-être même si ça paraît plus difficile, au niveau du Sénat. Après, le bilan de l'administration sortante, il n'est pas déshonorant. 3% d'inflation, 4% de chômage. Bon, certes, on a des créations d'emplois qui commencent un petit peu à freiner. Ça va, quoi. Non, mais je dirais même qu'il est assez bon. Si on regarde l'ensemble des variables. Même si les Américains se sont pris 20% d'inflation aussi en 2 ans, en 3 ans. Oui, mais c'est pas dû. Enfin, c'est faiblement dû à l'administration fédérale. Oui, mais quand même. Et puis là, elle est revenue, on pourrait en parler si on parle de la Fed tout à l'heure, au succès quand même, indéniable de la désinflation. Donc bilan qui est plutôt... Il est bon, mais celui de Trump aussi était bon. Quand on regarde le bilan avant Covid, évidemment, 2017-2019, le bilan de Trump en termes de croissance, création d'emplois, taux de chômage, productivité, investissement dans la tech, il était très bon. Et Biden est très bon. Je dirais que c'est à peu près match nul. Voilà. Non, les deux étaient meilleurs que les 2 mandats d'Obama, très nettement. Donc de ce point de vue, ça ne devrait pas jouer un très grand rôle. Mais Kamala Harris est quand même
quelqu'un qu'on peut qualifier d'assez habile politiquement, parce qu'elle voit bien qu'il y a encore un ressenti de l'inflation chez les classes populaires. Donc pour refaire venir les classes populaires ou les classes moyennes vers elle, elle a besoin de manifester un certain interventionnisme, notamment le contrôle des prix sur certains produits de santé, alimentaires, incitation pour les promoteurs pour délivrer plus de logements, etc. Donc il y a un interventionnisme un petit peu plus marqué, aide au premier enfant pour les familles en difficulté, les jeunes familles en difficulté. Donc il y a un interventionnisme un peu plus marqué que Biden. Je dirais que sur le plan social, économique, elle est un petit peu plus à gauche. Tout en n'adoptant pas les thèmes wokistes, hein. Ça a été exclu à la Convention, mais elle est un peu plus à gauche sur le plan économique et social que Biden. Cette élection américaine, est-ce qu'elle est vraiment déterminante, à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde? On a quand même Donald Trump qui nous parle de faire plus de 2 mandats s'il est élu, ce qui est contraire à leur constitution. Oui, alors c'est contraire à la Constitution, d'une part, et d'autre part, alors à moins qu'il y ait une modification de la Constitution, mais il faut une majorité qualifiée extrêmement élevée pour modifier la Constitution américaine. C'est important, les Américains, c'est 4,5% de la population mondiale, mais d'après toi, c'est combien de la consommation mondiale de biens et services? 20 ou 30%? Ouais, quasiment 30%. Donc sur la conjoncture, je veux dire, c'est fondamental. Sur les marchés, d'après toi, le marché américain, c'est combien de la capitalisation boursière mondiale? 40 ou 50? C'est plus que ça. C'est vrai? C'est plus que ça. C'est combien? C'est 65%, et au niveau des pays développés, c'est vrai, avec l'Europe, le Japon, etc., c'est 70%. Donc c'est énorme. Les taux d'intérêt sont décidés où? Ouais, la Fed. Voilà. Enfin, même si la BCE a dégainé avant la Fed, là, sur les baisses. Oui, mais est-ce que ça... Le directionnel principal sur les taux longs américains, par exemple, pour ceux qui veulent emprunter de l'immobilier, ils doivent suivre ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Donc, et puis je pourrais dans la tech, enfin bon bref, leur leadership est indéniable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la première. Pour les marchés, qu'est-ce qui serait mieux d'avoir Kamala Harris ou Donald Trump? Je pense que pour les marchés, globalement, c'est quand même plutôt, pour un investisseur américain, globalement, c'est plutôt Trump. Parce que Kamala Harris a quand même un inconvénient, c'est qu'elle reprend le programme de Biden, notamment avec les relèvements d'impôts assez considérables sur les sociétés, si jamais elle avait la majorité au Congrès. Notamment le taux d'IS de base passe de 21 à 28. Le taux d'imposition minimal des grandes sociétés, il augmente aussi. Le taux de rachat d'actions passe de 1 à 4. Le taux c'est violent. Ouais, On parle de mais 4%. si tu regardes, mais à la marge, quand tu regardes la rentabilité sur plusieurs années d'une boîte qui rachète des actions, si on te pique 4% chaque année, tu vas voir que les anticipations haussières vont diminuer. Et puis il y a la partie sur les multinationales, les bénéfices réalisés à l'étranger. Là aussi, elle augmente. Enfin, elle revient à la période pré-Trump. Puisque c'est Trump qui avait baissé tous ses impôts. Baisse d'impôts qui arrive à échéance en 2025. Oui, sauf que lui, il a dit Trump. Oui, de Trump, mais sauf que Trump a dit que lui continuerait. Non, alors par contre, pour un investisseur européen, c'est plus compliqué, parce que eux, ils vont subir quand même une hausse des droits de douane, tu vois, ça c'est plus compliqué. Mais globalement, sur le directionnel, le plus pro-business, ça reste quand même malgré tout Trump. Et d'ailleurs, la bourse, avant Covid, a fait quand même de très bonnes performances en 2017 jusqu'au début de 2020. Sur la conjoncture américaine, la croissance du deuxième trimestre a été revue il y a quelques jours à la hausse. 3%, c'est mieux que prévu au deuxième trimestre. Quand on voit encore que des investisseurs nous parlent de cette peur de la récession, on n'y est pas là aux États-Unis. Mais non, on n'a pas d'indicateur. Pendant l'été, on a joué à se faire peur encore. Oui, mais ça, si tu veux, moi qui suis les marchés depuis plus de 30 ans, les fausses peurs alimentées, d'ailleurs pas toujours par des gens totalement recommandables, des gens qui ont des conflits d'intérêts, notamment, ça vient souvent, y compris des présidents de grandes banques d'investissement. Donc il n'y a pas de sujet. Il ne faut pas répéter ce que disent les grandes banques d'investissement. Parce que c'est rare que quand elles communiquent, notamment à la presse, ça soit totalement neutre. Oui, évidemment. Le juge est parti. Suivez mon regard. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Une société qui s'appelle, je ne sais plus comment, Goldman, Morgan, je ne sais plus quoi. Je ne vois pas très bien. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a, sur la croissance américaine, hop, on change de sujet, il n'y a pas de sujet. Bon, on a vu l'emploi freiner, mais on est sur quoi? 150 000 créations d'emplois sur attention, mois. Quand il faut prendre, alors sur l'emploi c'est un peu compliqué, il faut prendre les deux enquêtes, parce qu'elles sont très divergentes. La Payroll Survey, l'Employment Survey. Si tu prends les 3 derniers mois annualisés, tu es à peu près à 50 000. Et tu étais à 100 000 Oui, non, mais parce que les gens prennent la payroll, toujours. Oui, Mais non, mais il faut tenir compte de l'autre aussi. Ah bah oui, mais c'est compliqué. Surtout qu'il y a une révision historique assez importante il y a quelques semaines. Sans se noyer dans les chiffres, le marché de l'emploi nous dit quoi? Indicateur retardé, on le sait. Il nous dit que ça ralentit.
Voilà. Il nous dit que les progressions salariales ralentissent. On est à plus qu'à 3,7. Donc, et tu as une décélération des créations d'emplois. Alors, c'est pas une ligne droite, ça va remonter, ça va baisser, etc. Mais tendanciellement, depuis 2 ans et demi, 3 ans, ça décélère. Voilà. C'est ça la réalité. C'est tout. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, parce que tu as d'autres sources de... La consommation résiste très bien, d'ailleurs, tu viens d'y faire allusion. Le dernier chiffre du mois de juillet était bon, parce que le revenu disponible, compte tenu de la masse d'emploi, des hausses de salaire et de l'inflation qui baisse beaucoup... C'est vrai qu'ils utilisent à fond les cartes de crédit, là, les Américains. Il y a plus que d'habitude qui sont... Bah oui, et puis là, avec la baisse des taux courts, si tu veux, ça va jouer là-dessus. Bah, ça, c'est pas vraiment nouveau, si tu veux. Ça, c'est une caractéristique culturelle, si je puis dire, des Américains. Mais il n'y a pas de danger, si c'est ça que tu veux dire. Les encours sont quand même très faibles. Enfin, c'est pas le mortgage américain de 2007, si tu veux. Non, mais donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, si encore une fois, la conjoncture est bonne et que le bilan n'est pas déshonorant, loin s'en faut, ça donne une petite prime à Kamala Harris. Oui, à la condition de l'associer à ces résultats économiques et en tenant compte du ressenti. Par exemple, sur le ressenti sur l'inflation. Oui, il y a un sujet, là, il y a un sujet. Donc là, il y a un sujet. Voilà. Bon, retour sur la France. On a Bercy, c'est pas rien, qui tire la sonnette d'alarme. C'est violent et qui s'attend à ce que les recettes fiscales en France, donc impôt sur les sociétés, TVA, impôt sur le revenu, soient moindres, beaucoup moins qu'attendu cette année. On aura un décrochage du déficit public de 16 milliards d'euros. C'est moi ou ça dérive encore? Parce que on nous avait dit, on fera 5,1% de déficit public cette année. Au final, on nous dit maintenant ça sera 5,6%. Et l'année prochaine, possiblement, si rien n'est fait, au-delà de 6%. Oui, enfin, qu'on soit à 5, ou à 5,1 ou 5,6, quand on lit les choses, sur les prochaines années, il faut faire un ajustement pour revenir à des objectifs convenables ou acceptables. Non, mais d'où il vient ce trou là? On nous parle d'une croissance cette année qui sera entre 1 et 1,2. Pourquoi on a un trou encore? C'est la croissance nominale qui compte, c'est pas la croissance réelle. Là, tu parles de la croissance... On a été aidé en 2022 et en 2023 par la croissance nominale, grâce à l'inflation, en fait, fondamentalement. Ah bah oui. Si on n'avait pas eu ça, les recettes fiscales sont nominales. Sont indexées sur la croissance nominale. L'index, c'est la croissance plus les prix. Plus les prix. Là, tu vois bien, les chiffres d'inflation, les salaires, on revient quasiment plus rapidement que même anticipé par les autorités. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les équilibres macro, mais pour les recettes fiscales nominales, quand tu as une croissance de 1 et de l'inflation à 2, en gros, ça fait à peu près 3%. Apparemment, il y aurait comme un surcroît de dépenses des collectivités. Les recettes fiscales rentrent moins bien, mais apparemment, il y a un trou aussi de ce point de vue-là. Bon courage, pardon, mais... c'est grave, docteur. 1 et 2, bon courage pour le Premier ministre qui va arriver, le nouveau. Sympa sur son bureau, la bombe. De toute façon, quel que soit le Premier ministre et quelle que soit la majorité, en fait, on sait très bien qu'on a un ajustement à faire. Pas seulement pour cette année, mais pour les prochaines années. On parle de 15 milliards cette année, on est en septembre. Oui, et on n'a toujours pas le projet de loi de finances. Et on n'a toujours pas de Premier ministre. Ça, c'est pour l'année prochaine. Moi, je te parle de 2024, 15 milliards d'euros retrouvés. Alors, il y a des gels de crédit qui ont été opérés par le gouvernement sortant. Exactement. Des gels de crédit qui seront peut-être annulés ou pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, voilà, est-ce que... Pas plus grave que ça, parce que moi je me dis, à un moment donné, les marchés vont se réveiller. Bon, on ne le voit pas pour l'instant, mais il y aura un problème sur le taux de financement de la France. Nos partenaires européens, ça commence vraiment sérieusement à tiquer. Enfin, on a une dérive. On peut parler de dérive des comptes publics français? Oui, des dérives longues, oui, absolument. Même courte, même à court terme, là, je veux dire. Oui, enfin, d'une certaine manière, mais il y a eu des chocs aussi qu'il a fallu gérer, etc. Il y a eu le choc de Covid, il y a eu... Non, mais ça, c'était 2020, ensuite 2022. On est en 2024. 2025, on va arriver vers 6% de déficit. Je m'attendais à ce que, cher Jean-Pierre, vous soyez plus... Non, pour vous, c'est... Mais attends, je vais répondre. Je vais répondre, parce que le vrai sujet, c'est pas qu'on est 6 ou 5,5, etc. On va juger à moyen terme. Et les gens vont... les investisseurs non résidents qui détiennent à plus de 50% la dette publique française, ils vont raisonner pas sur les 10 ou 20 milliards qu'on va trouver en faisant des coups de rabot, etc. Ou pas, oui. Ils vont juger sur l'orientation durable, si on la voit, que va prendre le gouvernement ou les autorités françaises pour les prochaines années. C'est surtout ça qu'ils vont regarder. Et ce qui est gênant, c'est que là, on n'a toujours pas de projet de loi de finances. On a des agences de rating qui vont commencer à revenir durant la deuxième quinzaine d'octobre. On est en procédure de déficit excessif. On est à la merci de n'importe quelle déclaration d'un ministre allemand ou de qui que ce soit. Donc on est en zone dangereuse. On n'est pas sur un choc, si tu veux. On n'est pas sur un choc. On ne va pas passer du jour au lendemain de 70 à 130 points de base de spread, mais on peut passer facilement de 70 à 80, 90, etc. Il n'y aura jamais le feu, si tu veux. Moi, je crois plutôt à un processus lent. C'est pour ça que on entre en zone dangereuse. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que dans mes recommandations depuis la dissolution, moi je dis qu'il faut rester à l'écart
donc de l'OAT, il faut rester à l'écart du CAC par rapport à l'Eurostoxx, et l'Eurostoxx n'a pas retracé depuis. Il a perdu, et il n'a pas retracé. Il faut rester à l'écart des... gros écart entre l'Eurostoxx et le CAC 40 aujourd'hui. Exactement, c'est pour ça que je dis, il fallait rester à l'écart, et faut rester Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on y voit clair, d'accord. Et à mon avis, on ne va pas y voir clair prochainement. Donc, pour moi, On reste à l'écart du CAC 40 ? Ah oui, en Europe, il faut choisir d'autres indices nationaux ou d'autres secteurs, ça dépend. Mais les valeurs françaises domestiques, il faut exclure. Il faut exclure aussi les small caps françaises par rapport aux small caps européennes. Voilà. Et il faut, sur le plan obligataire, il faut exclure plutôt l'OAT. Il y a, à mon avis, en termes de risque-rendement, il y a d'autres signatures plus intéressantes. Voilà. Par contre, il n'y a pas de diffusion sur l'Europe, si tu veux. Les spreads périphériques ont continué de baisser. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, ils ont continué de baisser. Et puis, l'euro s'est apprécié. Donc, tu vois, tu n'as pas eu de... Et sur l'Eurostoxx, par rapport au SP500, c'est stable, là, depuis 2 mois à peu près. Donc, il n'y a pas eu de grosse diffusion sur l'Europe. Par contre, il y a un risque français. Bon, un shutdown à l'américaine, si jamais le budget 2025 était introuvable. Non, mais non. On n'y croit pas. Shutdown en France. Il y a l'article, d'abord, il y a le 49.3 qu'on pourrait utiliser, et puis sinon, il y a l'article 47 de la Constitution qui permet au gouvernement de prendre des ordonnances en reprenant les éléments du budget précédent. Donc voilà. Non, shutdown, j'y crois pas. Bon, toutes les grandes banques centrales ont fini là-dessus. Du monde maintenant sont entrées dans une nouvelle phase de desserrement monétaire, depuis dans le resserrement mais dans le desserrement. Ce nouveau cycle monétaire, la Fed va dégainer a priori, on ne sait pas trop l'ampleur, 25 ou 50 points de base le 18 septembre. Le gouverneur de la Banque de France nous parlait d'une baisse attendue qui serait sage et utile pour l'Europe. On se dit que tout ça c'est bon globalement pour toutes les classes d'actifs. C'est bon tout ça pour l'obligataire, pour les actions, pour l'immobilier. C'est pas bon pour le monétaire. Oui. Qui a connu un petit succès au cours des 2 dernières années. C'est moins bon, on va dire. Voilà. Non, mais bravo la Fed, faut le dire. 500 points de base de hausse en 16 mois, entre mars 2022 et juillet 2023. Sans faire dérailler l'économie. Sans récession, avec un taux de croissance de l'ordre de 2,5. Et en ramenant l'inflation, ce qu'on appelle la Corp ici. De 9 à 3. Alors là, tu prends l'indice des prix à la consommation. Ouais. Elle prend autre chose. Elle prend le déflateur de la consommation sous-jacente, c'est-à-dire un indice plus fiable sur le moyen et long terme. Et on était, lorsqu'elle a décidé ça, on était à plus de 6, si tu prends les 3 mois annualisés. Et là, actuellement, on est à 2,5. Okay. Voilà. Un petit peu. Donc rien à redire. Tous ceux qui disent qu'elle a augmenté ses taux trop tard, non. La Fed. Non, puis de toute façon, elle ne peut pas être parfaite. Mais... Et puis le taux de chômage, il était à 3,8 lorsqu'elle a dégainé. Et là, il a 4,2, je crois. 4,3. J'avoue que j'ai un... Bon, mais il a un tout petit peu augmenté encore récemment, surtout en 2024. Donc voilà. Bon. Donc succès, bravo. Et après, surtout, un resserrement monétaire très intense. Voilà. Et ce desserrement monétaire, à l'unisson de toutes les grandes banques centrales occidentales, pour les classes d'actifs. Et même émergentes. Et même émergente. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que le meilleur est à venir. C'est favorable historiquement. Les premières baisses de taux de la Fed, si tu lis depuis 40 ans, alors tu évites les récessions, parce que là, on n'est pas en récession. Alors historiquement, les premières baisses de taux de la Fed, quoi? Tu as des baisses de taux de la Fed qui sont prises trop tardivement. Alors pour le coup, tu n'évites pas la récession. Alors le marché action, quand tu évites la récession, par exemple, tu as eu des baisses de taux de 84-86, tu as eu des baisses de taux de 95-96, tu vois, celles de 2019, plus près de nous, tu vois, c'est ce qu'on appelle des baisses de taux de soft landing. Et alors? De mid-cycle adjustment. Alors historiquement, les baisses de taux de soft landing... C'est favorable au marché action, favorable au marché obligataire, c'est très favorable également aux actifs émergents, marché action et la dette émergente, qui d'ailleurs performe bien actuellement. C'est favorable à l'or, enfin bref, c'est favorable à quand même à pas mal de classes d'actifs. Donc pour l'investisseur, c'est une bonne nouvelle. Pour l'investisseur, c'est une bonne nouvelle. Bon, et on se quitte là-dessus parce que je sais que sur le marché immobilier résidentiel, qui est morose en France, on aura l'occasion d'en parler dans quelques jours avec le patron de la FNAIM, qui anticipe une nouvelle baisse des transactions. On serait sous les 800 000 transactions dans l'ancien en France cette année. Ça peut rebondir maintenant que la BCE devrait a priori enclencher une deuxième baisse de taux. On a vu les barèmes des banques en matière de crédit immobilier qui ont bien baissé. 50, 70 points de base par rapport au point haut du début d'année. Oui, mais le marché immobilier résidentiel s'est bien ajusté. On a connu une baisse de prix nominaux de 5%, mais beaucoup plus élevée en termes réels. Parce qu'il faut tenir compte en termes réels. 5% c'est sur 2023. Non, depuis que ça baisse. Le pic au creux. Il y a juste eu 5% de baisse. À l'échelle nationale. Pas plus. Non, pas plus. Bon.
Mais il faut regarder en réel. Non, mais de toute façon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a connu un cycle inflationniste, avec une inflation qui est montée à 2 chiffres. Et si tu regardes les prix à Paris, par exemple, d'après toi, ils ont baissé de combien en termes réels? Paris a plus baissé. Hein. Moins 15. Oui. Moins 15, Parce qu'il faut ajouter à la fois la baisse qu'on constate à 5 ou 10%, plus le différentiel d'inflation. Si tu prends le cumul d'inflation depuis qu'il baisse en nominal, bah, tu as moins 15. Donc c'est beaucoup. Voilà. Enfin, c'est beaucoup. C'est pas mal par rapport à ce qu'on a connu. Et puis là, les indicateurs, là, les reprises. Non, mais je vous trouve très, très positif sur un marché qui est quand même sinistré. Hein. Donc, Non, mais positif. Non, là, je ne fais que donner la réalité. Parce que il faut commencer par dire la réalité avant de faire des prévisions. Ouais. Donc là, on a eu un ajustement notable. Sur les transactions surtout. Mais attends, et beaucoup moins sur pour l'investisseur, les transactions, ça c'est pour les professionnels de l'immobilier. C'est intéressant et puis pour les recettes fiscales pour le coup. Hein, et pour un particulier, ce qui est important, c'est les prix. Et quand tu vois le prix baisser de 5%, il faut dire, bah non, en fait, ça a plus baissé, puisque entre-temps, il y a eu de l'inflation. Historiquement, d'ailleurs, c'est valable aussi pour les autres classes d'actifs, actions, etc. En phénomène inflationniste, le plus grand bear market, tout le monde dit, c'est 29-32 aux États-Unis, après la crise de 29. En fait, quand tu regardes bien, c'est 74-82, parce que tu avais une inflation à 2 chiffres durant ces périodes, et la baisse réelle était plus importante. Bon, enfin bref, tu vois, c'est juste pour te dire qu'il faut toujours tenir compte du pouvoir d'achat de la monnaie, ou des actifs. Ouais. Le pouvoir d'achat des actifs a considérablement baissé. Voilà. Alors là, sur l'immobilier, on a connu pire, hein, mais le marché immobilier n'était pas particulièrement surévalué à travers toute une série de... Il peut rebondir maintenant qu'on a adressé le constat lucide. Voilà. Bravo et éclairé. Non, mais donc, il y a une hypothèque politique quand même. Tu vois, par exemple, si on avait une hypothèse NFP, par exemple, un gouvernement NFP, alors là, il y a un sujet sur le résidentiel. Et là, je déconseillerais totalement de revenir sur le marché du résidentiel. Quand tu vois qu'il y a des préconisations de remettre en cause la loi anti-squat, d'obliger les propriétaires à reloger les locataires qui ne payent pas. Enfin, on a compris que Macron ne voulait pas du NFP. Oui, mais enfin, on ne sait jamais. Enfin, il peut y avoir d'autres événements politiques. Il peut y avoir, d'abord, il y aura la prochaine dissolution. Enfin, après juin, où il peut y avoir une démission de Macron. Il ne faut jamais oublier cette hypothèque. Et donc, sur le marché immobilier, hors cette hypothèque... Normalement, là, rien. Les indicateurs plaident plutôt pour une stabilisation des prix immobiliers français, hein, je ne parle pas de Paris, etc., à partir de l'automne qui va venir, là, octobre, novembre, décembre, et un rebond, mais un rebond à un chiffre, hein, sur le S1 2025, à peu près, suivant la batterie d'indicateurs qu'on utilise. Des indicateurs de valorisation, des indicateurs de prime de risque, des indicateurs aussi de capacité d'achat, et puis effectivement les indicateurs macro-financiers, la reprise du crédit et les taux de crédit qui baissent. Voilà. Allez, merci pour cet entretien avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.